T'as envie de revendre du matériel photo et vidéo, mais t'as peur de te faire arnaquer? Je vais te donner quelques conseils pour pas te faire avoir. C'est parti. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a un an à peu près, je vous faisais une vidéo sur des manières plutôt safe d'acheter votre matériel d'occasion sur internet et surtout comment éviter les arnaques. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas expliqué comment vendre votre matériel et éviter les arnaques. Et récemment, j'ai été confronté à pas mal de charlatans qui s'en sont pris à moi. J'ai réussi à déjouer toutes les arnaques, mais je me suis dit que peut-être qu'un petit tuto, ça pourrait pas faire de mal. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que les arnaques quand on vend du matériel ne sont pas les mêmes que les arnaques quand on achète du matériel. C'est probablement les mêmes personnes à l'autre bout du clavier, mais c'est pas les mêmes méthodologies. Et dans cette vidéo, il y aura un peu de croustillant puisque je vais vous partager quelques screens d'arnaques qui m'ont plus ou moins fait rigoler. Alors pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, j'ai mis en vente un smartphone. Alors j'ai aussi mis il y a peu de temps un petit peu de matériel photo vidéo, mais bon, l'exemple du smartphone est pour moi le plus parlant, mais il peut s'appliquer pour n'importe quel type de vente high-tech. J'ai donc mis en vente ce téléphone, et en 48 heures, j'ai eu 30 contacts. Sur ces 30 contacts, je n'ai eu que 2 contacts réels, soit un taux d'arnaque de 93%. Alors d'abord, dès lors qu'on veut vendre du matériel, par exemple un boîtier, la question se pose de savoir où est-ce qu'on va mettre ça en vente. Il existe différentes plateformes telles que MPB, dont on a déjà parlé, des plateformes avec pignon sur rue telles que Image Photo, IPLN, mais il y en a à peu près dans toutes les grandes villes, Le Bon Coin, le Marketplace de Facebook, et j'en passe, et les meilleurs. Évidemment, les plateformes professionnelles type Image Photo ou MPB sont toujours plus sécures puisque ce sont des plateformes reconnues pour leur sérieux et donc vous avez aucune chance, en tout cas presque aucune chance de vous faire avoir. Maintenant, évidemment, quand on vous rachète du matériel, ils ont une marge à appliquer derrière, donc ils vous le rachèteront un petit peu moins cher, mais vous y gagnez en sécurité. Si jamais vous souhaitez mettre votre matériel en vente sur des plateformes de particulier à particulier, type Marketplace ou Le Bon Coin, il convient d'abord de mettre en place toute une checklist de choses à faire avant de procéder à la transaction. Première chose à faire, tapez le nom de l'objet que vous vendez sur la plateforme sur laquelle vous souhaitez déposer votre annonce. Faites une recherche par région et checkez un petit peu les prix pour savoir déjà si vous êtes dans les prix que vous imaginiez, pour vous faire une idée aussi de la rareté ou non du produit. Par exemple, vous êtes en région parisienne, il y aura forcément beaucoup plus d'annonces disponibles pour le produit que vous vendez. Dès lors que vous vous excentrez un petit peu des villes, il y en aura un petit peu moins et la rareté peut jouer un peu sur le prix. Pour fixer un prix, vous pouvez aussi vous appuyer sur la cote Argus de chasseur d'images. Alors, certains diront qu'elle n'est pas suffisamment juste. Je trouve que même si il ne faut pas l'appliquer à la lettre, ça donne quand même un repère du prix auquel on peut espérer vendre son matériel. Autre point, soyez précis dans le descriptif de votre annonce. Premièrement, c'est honnête vis-à-vis des gens qui vont acheter. N'hésitez pas à donner des détails sur les points d'usure, comme ça tout est ok, là où il y a du flou, il y a forcément un loup, et une annonce avec des arnaques, en général, il y a 2 lignes, alors que quelqu'un qui est très précis sur ce qui fonctionne moins, ce qui nécessite un peu d'attention, etc., on va plus lui faire confiance. Si le gars il est honnête dans la description, il y a moins de chances qu'il soit malhonnête au moment de la vente. Par pitié, dans votre annonce, faites un effort sur les photos. Je vous demande pas de faire des packshots professionnels, mais juste des photos bien détaillées, suffisamment nombreuses avec une bonne lumière, qu'on n'ait pas l'impression que ça a été fait dans votre salle de bain à l'arrache le soir avant de se coucher. C'est hyper important et c'est vachement plus vendeur. Soyez très clair sur les conditions de vente de votre objet, n'hésitez pas à les mettre en majuscules, c'est-à-dire envoi, pas envoi, négociable, non négociable, type de paiement. Voilà, soyez insistant là-dessus, c'est hyper important et évitez de trop y déroger. Enfin, dernière chose, n'oubliez pas que vous vendez votre matériel d'occasion, et d'occasion, ça ne veut pas dire braderie. Vous vendez un boîtier 1000 €, quelqu'un qui vous en propose 500, ça vaut même pas le coup de lui répondre. C'est pas la braderie, d'accord? Il y a une décote, il y a de l'usure, il faut appliquer selon le type d'usure de votre matériel, son ancienneté, sa rareté, etc. Mais c'est pas la fête du slip. Eh, toi aussi? Fais comme Iron Man? Abonne-toi et mets la cloche. Bon, maintenant votre annonce est en ligne et il est temps de se poser la question de qu'est-ce qui permet de détecter très tôt un arnaqueur.
D'abord, un arnaqueur en général, il a un profil assez récent, sauf s'il a piraté le profil de quelqu'un d'autre. Globalement, il a un profil assez récent, une semaine, un mois, rarement plus. Si c'est sur le bon coin, il n'a pas forcément d'évaluation. Si c'est sur le marketplace, vous avez juste à cliquer sur son profil Facebook. Vous allez bien voir, en général, ils mettent 3-4 photos. Mais vous allez voir que ça va pas beaucoup plus loin et c'est rarement très ancien. Et ça devrait être un indicateur qui devrait vous dire « il y a anguille sous roche là ». Deuxième chose, en général, les arnaqueurs ne lisent pas les annonces. La notion de remise en main propre, la notion de annonce en ligne égale annonce dispo, non, ils ne le lisent pas. D'ailleurs, en général, ils vous écrivent pour vous demander si c'est disponible et ils vous proposent un envoi alors que vous avez précisé que vous ne vouliez pas d'envoi. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'ils sont débiles, mais surtout parce que des arnaques comme ça, ils les font à la chaîne pour que ce soit rentable. Ils en font énormément, ils répondent à des centaines et des centaines d'annonces tous les jours, et donc ils lisent même pas les annonces. Dès qu'ils voient que ça correspond à un prix qui leur convient, clac 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 clac, ils vous envoient un mail. À la chaîne, ils lisent même pas ce que vous avez écrit. Donc quelqu'un qui vous pose des questions ultra typées et dont la réponse est déjà dans l'annonce, moi je m'en méfierais. Autre méthode qui permet de cibler ces vils fripons, ils ne négocient jamais. Alors je dis pas qu'il faut toujours négocier, mais en général il y a toujours des gens qui cherchent un petit peu à négocier le prix. Eux non seulement ils négocient pas, mais si les frais de port sont à 15 €, ils vous en proposent 30 parce qu'ils veulent que ça passe par Chronopost. Des fois même, ils vous en proposent 50 de plus pour le réserver, pour être sûr de l'avoir votre produit, parce que c'est tellement rare qu'ils sont prêts à n'importe quoi. Voilà, quelqu'un qui négocie pas du tout, et qui vous propose même plus d'argent que ce qui est prévu, étrange. Dernier élément pour filtrer ces marauds, les fautes d'orthographe. Il y en a assez peu. Vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui font pas de fautes d'orthographe, Benjamin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a quelques années, dès lors que quelqu'un qui voulait vous arnaquer vous envoyait des mails, il y avait tellement de fautes que c'était cramé tout de suite. Ils ont vachement amélioré leur concept et ils ont fait des phrases, des scénarios, des scripts préétablis avec des phrases toutes faites, etc. Et vous allez dire, oui, mais ça permet pas de les choper. Bien sûr que si, il suffit de les faire sortir un petit peu de leur script, il suffit un petit peu de poser des questions un petit peu inhabituelles ou de tourner des phrases bizarrement, vous allez voir que leurs réponses, elles voudront plus rien dire, les mots seront à l'envers, ce sera la fête du slip, et là, vous allez les repérer. Et maintenant on va parler de quelques méthodes d'arnaque qu'utilisent ces arnaqueurs, parce que peut-être que vous n'avez pas senti le coup se faire, peut-être ont-ils été plus malins, peut-être n'avez-vous pas réussi à les filtrer. Et en parlant un petit peu de leur méthode, ça devrait vous faire tilt. Première méthode utilisée, vous avez mis votre annonce sur le Bon Coin ou le Marketplace et moins d'une heure après, premier contact, est-ce que le produit est toujours dispo ? Ensuite le blabla habituel, est-ce qu'il est en bon état ? Est-ce que je peux avoir des photos ? D'ailleurs c'est assez amusant de voir quand ils vous demandent des photos et que vous leur dites non, ils disent ok et ils poursuivent leur scénario. Moi personnellement, dès lors que j'ai une annonce où je demande des photos, quelqu'un qui me dit non, il n'y a pas de photos supplémentaires, moi je lâche l'affaire. On arrive au moment où ils vont vous proposer un paiement soit via PayPal, soit Le Bon Coin, et vont vous demander votre adresse email. Quelques minutes se passent, et là votre interlocuteur reprend contact avec vous pour vous dire « ça y est, j'ai procédé au paiement, je vous invite à consulter votre boîte mail ». Là vous allez sur votre boîte mail, et là vous avez un mail de PayPal ou de Le Bon Coin. Évidemment, quand vous le regardez, ça devrait vous tilter, il y a généralement des fautes, souvent c'est pas à votre nom, c'est écrit le vendeur ou l'acheteur ou l'utilisateur, alors que dès lors que vous êtes sur PayPal, ça va être votre pseudo PayPal, sur Le Bon Coin, votre pseudo Le Bon Coin. Là, ils s'embêtent pas avec ça, c'est des mails types. Et généralement, il y a une condition suspensive qui va dans le sens de l'argent est bien arrivé, il est bloqué jusqu'à envoi du produit, et là vous recevrez vos sous. Évidemment, ce sont deux faux mails, vous envoyez le produit que vous ne reverrez jamais, et vous ne reverrez jamais l'argent non plus, car il n'existe pas. Deuxième méthode des arnaqueurs, on est sur le même système, le blabla, est-ce que le produit est disponible, tout ça, sauf que vous ne voulez pas d'un paiement Le Bon Coin ou d'un paiement PayPal. Mais là, votre interlocuteur a une solution toute faite. Il vous propose de vous envoyer directement une entreprise de livraison, que ce soit FedEx, DPD, UPS, Chronopost, qui va directement récupérer le colis chez vous à votre adresse, et en échange va vous donner la somme d'argent que vous attendez. Seulement voilà, il y a des frais d'assurance. Alors, vous inquiétez pas, parce que votre acheteur lui va régler les frais d'assurance qui vous seront remboursés. Vous recevez donc un mail avec un lien vers un site qui est un site frauduleux qui ressemble au site officiel, mais dès qu'on creuse un petit peu, c'est pas du tout le site officiel. Vous allez payer des frais d'assurance à hauteur de 10 à 20% du produit, qui en réalité ne sont pas des frais d'assurance, vous avez juste fait un virement bancaire à votre arnaqueur. Troisième méthode, et celle-là elle est couillue, je l'avais pas encore vue.
J'aurais pu me faire avoir, mais heureusement, je suis attentif aux signes. Contacte donc par Messenger, mon interlocuteur me fait le blabla habituel, produit disponible, tout ça, sauf que il me propose de m'envoyer un livreur de chez FedEx, etc. Je dis non, il me propose un paiement par PayPal, je dis non, il me propose un paiement par Le Bon Coin, je dis non. Je lui demande un virement bancaire directement avec mon RIB sur mon compte. Une fois qu'un virement est fait, il est irrévocable, je suis donc certain que l'argent arrivera chez moi. Le mec est d'accord, donc je lui envoie mon RIB en lui disant voilà, on va faire un envoi mondial relais, il m'envoie une adresse, bon, jusque-là, tout a l'air d'aller bien. Et là, 24 heures plus tard, l'argent est sur mon compte, comme un virement bancaire. Alors là, je me dis, ok, peut-être l'ai-je mal jugé. 10 jours plus tard, l'argent disparaît de mon compte. Seulement, je m'en suis rendu compte avant d'envoyer le produit, et voilà l'astuce. En réalité, le mec ne fait pas de virement. Le gars, il a fait un chèque sur son chéquier, sur un chéquier volé, peu importe, et avec mon RIB, il a fait un dépôt de chèque, c'est-à-dire qu'il a été dans une banque, qui en l'occurrence est ma banque, alors pas ma banque chez moi, mais moi je suis à la caisse d'épargne, ma banque caisse d'épargne, dans une agence caisse d'épargne, il a fait une remise de chèque toute simple, il a signé à ma place, avec mon RIB, donc mon numéro de compte, il l'a mis dans la boîte aux lettres, l'argent a été mis sur mon compte, et j'avais l'impression que c'était un virement, effectivement, en moins de 24 heures, j'avais l'argent. Et du coup, je ne peux pas voir qui est l'émetteur de ce chèque, puisque c'est pas mon agence, puisque demander ça, il faut déposer une plainte, etc. Donc, on pourrait se dire, mais ça y est, l'argent est là, c'est trop chouette, j'ai plus qu'à envoyer le produit. Et là, vous allez me dire, mais Benjamin, avec quel talent d'enquêteur as-tu réussi à endiguer cette arnaque ? Tout simplement, en allant sur mon application bancaire, j'ai vu les sous, j'ai pas juste vu les sous, j'ai cliqué. Et là, c'était pas écrit virement bancaire de blablabla, c'était écrit remise de chèque. Et une remise de chèque, c'est pas un virement, c'est pas le même intitulé. Peu importe la banque dans laquelle vous êtes, c'est pas le même intitulé. Là, je me suis dit, le gars, il essaie de me niquer. Et comme quand on fait une remise de chèque, on a aussi le lieu du dépôt du chèque, je me suis rendu compte que c'était un chèque qui avait été déposé à la caisse d'épargne Paris-Sébastopol, alors que mon interlocuteur, je sais plus, je crois qu'il habitait à Orléans, quelque chose comme ça, donc je l'ai un petit peu cuisiné en disant oui, vous avez déposé fait le virement, il me fait oui, ah c'est bizarre, il a un drôle d'intitulé, votre virement, vous l'avez bien fait à Orléans, il me dit oui, du coup je me suis un petit peu foutu de lui, je lui ai demandé si il avait fait un tour au musée des arts, et s'il avait pris un petit sandwich au Monop juste à côté, donc là il s'est dit qu'est-ce qu'il me raconte, bah oui, parce que je suis allé voir sur Google Street ce qu'il y avait autour de cette banque, et dès lors que je l'avais topé, il a bloqué la conversation. Si jamais vous êtes victime de ce type d'arnaque, je vous invite très fortement à contacter votre agence pour la prévenir de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que si jamais ce chèque est un chèque volé et que vous n'avez pas prévenu votre banque de l'arnaque, si jamais à un moment donné la personne qui s'est fait voler son chéquier arrive à retracer, ou en tout cas la police retrace jusqu'à vous, on pourrait venir vous dire mais comment ça se fait que vous avez encaissé un chèque d'un chéquier volé qui ne vous appartient pas, et vous pourriez avoir des emmerdes. Donc, vous le signalez à votre banque, vous faites un mail à votre conseiller pour bien lui préciser ce qu'il y a. Lui, il va bloquer le truc. Moi, ça m'a permis en plus de faire un petit peu accélérer les choses, puisque au lieu de devoir attendre 15 ou 20 jours, au bout de 10 jours, le chèque était reparti, parce qu'effectivement, il était sans provision. Mais voilà, laissez des traces de tout pour ne pas être inquiété. C'est hyper important. Et donc, pour résumer, si vous voulez détecter les arnaqueurs, vous devez vérifier les notes et les profils étranges. Profils trop récents ou pas de notes, on oublie. Faites parler votre interlocuteur et faites-le sortir de son scénario. Ça vous permettra de déterminer des erreurs de langage ou des incohérences. Et vous pouvez même jouer un petit peu avec lui. Moi par exemple, comme je sais qu'il ne sort pas de son scénario et qu'il ne lit pas l'annonce, quand je lui ai demandé 10 000 $ américains en petites coupures pour une carte son, il n'y a pas vu ardir. Imposez vos conditions. Si c'est un paiement Le Bon Coin, c'est un paiement Le Bon Coin. Si c'est un virement bancaire, c'est un virement bancaire. Et si c'est Mondial Relais, c'est Mondial Relais. C'est vous qui vendez, c'est vous qui choisissez. Ne soyez pas trop impatient. À vouloir vendre vite, on fait des erreurs. Ne donnez vos coordonnées personnelles que si nécessaire. Et surtout, pas de carte d'identité. Sinon, l'arnaqueur peut les utiliser à des fins malfaisantes. Surtout, utilisez les sites officiels. Si on vous dit que vous avez reçu un paiement PayPal, vous allez
sur votre compte PayPal, vérifiez que l'argent et que la transaction apparaît. Si on vous dit qu'il y a un paiement Le Bon Coin, vous allez voir dans votre conversation sur votre application Le Bon Coin et vous vérifiez que ça apparaît. Un mail n'a pas de valeur. Je vous mets ici quelques mails qui sont des faux mails qui effectivement ressemblent beaucoup aux vrais. Bon, dès qu'on regarde un tout petit peu plus près, on se rend compte qu'en fait il y a une arnaque. Et n'hésitez pas à regarder les adresses aussi de ces services et de ces mails qui vous sont envoyés régulièrement, c'est ultra incohérent. N'hésitez pas à signaler les annonces et les mails de fraude. Moi sur Le Bon Coin, régulièrement je tombe sur des annonces qui sont de fausses annonces et je les signale à Le Bon Coin. Il n'y a pas besoin de les écumer pendant 3 heures. En général, vous lisez l'annonce, en 20 secondes vous avez repéré qu'il y a un souci, que le prix est beaucoup trop bas ou qu'il y a des incohérences. Donc je le signale à Le Bon Coin qui en général supprime l'annonce. PayPal a un service aussi, dès lors qu'un mail PayPal est un faux mail PayPal, vous pouvez le signaler à PayPal et en général quand vous le faites, et moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, quand vous signalez un faux mail PayPal frauduleux, dans l'heure qui suit, ils vous répondent pour vous dire effectivement ce n'est pas un vrai mail PayPal et ils vous remercient. En conclusion, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est suivez votre instinct. S'il y a un flou, si vous avez un doute, s'il y a un truc que vous sentez pas, vous lâchez l'affaire. En général, votre instinct vous lâchera pas. Alors c'est une affaire de ressenti, donc c'est subjectif, mais en général, quand on sent qu'il y a un truc qui est un petit peu étrange, c'est qu'il y a quelque chose qui est étrange. Soyez scrupuleux. Les sommes qui sont mises en jeu peuvent parfois être élevées, il faut donc tout vérifier, il faut être pointilleux et surtout, ne supposez pas. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que les meilleures ventes se font de la main à la main, dans un lieu public, avec un paiement en louis d'or, enfin, en liquide. Au moins, vous êtes sûr à qui vous avez affaire, l'argent vous l'avez dans la main, ça restera toujours le moyen le plus sûr de vendre votre matériel. Voilà pour cette longue vidéo qui j'espère vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre vos retours d'expérience dans les commentaires parce que je n'ai pas évoqué toutes les arnaques possibles. J'ai évoqué les plus courantes et celles que j'avais trouvées particulièrement habiles. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Salut!